Sur cette côte du Maine, cachée dans un havre retiré et qui porte parfaitement son nom, Paradise Point, je retrouve Richard Ford. Né dans le Mississippi, formé à l'école de Raymond Carver, qu'il a beaucoup fréquenté au Texas, Ford a vécu à New York, puis dans le Montana, a été scénariste à Hollywood, s'est installé à la Nouvelle-Orléans, puis a posé ses valises dans le Maine. Définitivement, jure-t-il. J'ai découvert son œuvre en lisant Indépendance, couronné par le prix Pulitzer en 1996. Depuis, j'ai dévoré tous ses livres. Pour les Américains, le Maine n'est sur la route de nulle part, sinon du Canada. Dans un sens, le Maine, c'est un peu les confins des États-Unis. C'est l'État le plus au nord-est et un État assez éloigné de ma terre d'origine. Mais enfin, dans l'idée que je me fais de l'Amérique, il y a cette possibilité de vivre où l'on veut. Et personne ne s'en porte plus mal. Cela fait d'ailleurs partie du mode de vie des États-Unis aujourd'hui. Et de plus en plus en Europe aussi, même si ce n'était pas le cas la première fois que j'y suis allé. Les Américains déménagent beaucoup dans leur pays pour trouver un meilleur emploi, parce qu'ils divorcent et partent vivre ailleurs. Ils bougent pour de nombreuses raisons économiques ou personnelles ou psychologiques. C'est d'ailleurs l'histoire des États-Unis, celle d'un peuple qui avance d'est en ouest. Ces déplacements n'ont rien d'étonnant pour les Américains. L'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Sud, mais il y en a beaucoup d'autres, c'était pour échapper à certaines choses dans lesquelles j'avais grandi. En particulier l'histoire du Sud, le racisme. Je cherchais à faire de meilleures études que ce que je pouvais trouver dans le Sud. Des horizons plus vastes que le Sud ne pouvait probablement m'en offrir. Quand j'étais enfant dans le Mississippi, j'ai toujours pensé que le Mississippi n'était pas authentiquement américain. Parce qu'au cours du 19e siècle, cet État s'est si souvent isolé de ce territoire qu'on appelle l'Amérique. Par contraste, et je ne dis pas que c'est la vérité, c'est simplement mon sentiment quand j'étais petit, je me disais que la véritable Amérique, l'Amérique authentique, c'était ici, le Nord-Est, la Nouvelle-Angleterre. Pour moi, l'Amérique était là. Il m'a fallu du temps pour venir ici, mais dès que je suis arrivé, je me suis senti tout de suite bien. Je n'ai pas d'histoire ici, dans cette région. Et pour moi, vivre quelque part où je n'ai pas d'histoire, s'est révélé particulièrement libérateur. J'aime ça. Je ne travaille pas avec un ordinateur. Vous écrivez encore à la main? J'écris toujours au stylo, oui. Toujours avec ces petits stylos que j'ai là. Voici mes petits stylos vides. Vous voulez dire que chacun de ces stylos vides a servi à écrire un livre? Non, non, tous ces stylos ont servi à écrire le même livre. Je les ai gardés. C'est terrible et fétichiste d'en arriver à garder des choses comme ça. C'est idiot. Et là, ce sont mes notes. Non, pas mon manuscrit. Le manuscrit, il est là-bas. Voici le torchon auquel ressemblent mes manuscrits. J'écris au verso, je griffonne en rouge, dans les marges, je fais des ratures. Quand je termine un livre et que je dois taper tout cela à la machine, cela me prend des mois. Vous voyez, incroyable, il y a parfois des pages qu'on peut parfaitement lire, et puis d'autres qui sont illisibles. Vous voyez, c'est là que se trouve toute l'encre de tous ces stylos que j'ai utilisés. Voilà où elle a atterri. Mon père écrivait très mal. Je le voyais travailler sur ses notes de frais tous les dimanches matins. Et maintenant, je me retrouve avec la même écriture que lui. Quel était son métier? Il était représentant de commerce, il se déplaçait en voiture. Il couvrait 7 États du Sud pour vendre de l'amidon pour le linge. Ça explique sans doute que j'écrive autant sur le travail. Parce que j'ai grandi dans un environnement où tout le monde travaillait.
Richard Ford fait partie de ceux qui ne croient pas aux généralités, mais aux particularités. Pour dire quelque chose sur l'état de son pays, il fait parler les Américains de leur vie intime. Et il situe ses destins individuels dans un contexte politique qui permet au lecteur de comprendre la relation entre des vies individuelles et les événements historiques. Sa trilogie, écrite à raison d'un volume tous les 10 ans, raconte ainsi la vie quotidienne d'un type ordinaire, Frank Bascombe, établi dans une banlieue, sans illusions et aux ambitions tout à fait réalisables. À quoi ressemble votre Amérique? Je n'ai pas ma propre version de l'Amérique. J'en suis aujourd'hui à mon 10e livre. Et on peut dire que chacun de ces 10 livres est une sorte de photographie, d'instantané de ce qui est dynamique dans la société américaine. Tous ces instantanés sont différents. Ils se déroulent dans différentes régions des États-Unis, ont des dénouements différents. Il n'y a aucune raison que je me cantonne à une seule vision de l'Amérique, que je me contente d'une seule et unique vue d'ensemble de mon pays. C'est même l'une des grandes forces de l'Amérique. Elle n'a jamais cessé de refuser les généralisations, encore et toujours. Le type de fiction réaliste que j'écris a des vertus similaires à celles que l'on retrouve dans l'écriture des livres d'histoire. Elle vous pousse à faire attention aux détails. Le roman essaye d'empêcher le lecteur de se rallier à des petites leçons faciles, à des leçons toutes faites sur la vie. Peut-on lire votre trilogie sur Frank Bascombe comme une fresque politique, puisque vous décrivez aussi l'évolution de l'Amérique au cours de ces 30 dernières années? Ma conception du roman politique est à rapprocher de ce que George Eliot affirme dans son grand roman Felix Holt. Il n'est pas de vie privée, dit-elle, qui ne soit préfigurée dans la vie publique. Et dans mes romans, j'essaye précisément de faire en sorte qu'à travers ces vies privées, qui sont mon principal centre d'intérêt, transparaissent les grandes lignes qui relient les enjeux de la vie privée aux enjeux de la vie publique. Car je suis convaincu que la vie privée, c'est la vie publique en miniature. J'en suis convaincu. On peut donc apprendre des choses sur la politique, on peut s'intéresser aux grands enjeux de la vie politique de son pays, simplement en examinant attentivement la vie des citoyens en tant qu'individus, même si ces citoyens sont des personnages inventés. 10 ans plus tard, pourriez-vous écrire un roman autour du 11 septembre? Oui, j'en serais capable, oui. Parce qu'au lendemain du 11 septembre, juste après, nous avons pensé, y compris moi-même, que ça allait faire partie de notre vie, que ça resterait éternellement au premier plan de nos vies, que jamais plus nous ne pourrions formuler une pensée en tant qu'Américains sans penser à la tragédie de ces tours qui s'effondrent et à ces vies anéanties. Et puis nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas plus vrai que de dire qu'il ne peut plus y avoir de pensée qui n'intègre pas la guerre de sécession ou la Révolution américaine ou n'importe quelle autre tragédie de notre histoire. Pour le meilleur ou pour le pire, le 11 septembre est devenu partie intégrante de la culture actuelle. C'est un événement emblématique que notre subconscient, de façon subliminale, n'oubliera jamais, certes, mais il n'occupe plus une place de premier plan dans nos réflexions, comme ça a été le cas. Je savais que ça arriverait. Je crois que je le savais. Je crois même que j'ai écrit sur la question.
C'est dans notre nature, c'est lié à la taille de notre continent, à notre ignorance de l'histoire, à notre confiance béate dans l'avenir. Comme nos entreprises qui font sans cesse des prévisions de bénéfices. Elles ne comptent pas les bénéfices de l'année en cours, elles se détournent en permanence du présent, elles sont omnubilées par l'avenir. Ce qui se passe, c'est que nous ne tirons pas les leçons de l'histoire. Pas très bien en tout cas. Que peut faire la fiction? Ce qu'elle peut accomplir? La fiction peut vous donner à voir, à vous lecteurs, les conséquences d'un événement qui ne sont pas celles que vous auriez attendues. Le 11 septembre est un bon exemple. La fiction peut vous offrir des échappées agréables, hors de votre vie. Mais elle peut aussi, simultanément, vous renvoyer à votre vie à la façon d'une mise en garde, en disant « Au fait, vous croyez comprendre le monde. Laissez-moi vous montrer le monde d'une autre façon pour que vous soyez vraiment attentifs et que vous portiez à la vie un intérêt comme vous ne le avez jamais porté. » Et ma dernière question est, évidemment, la question la plus simple du monde. Alors je vais répondre oui avant même de l'entendre. Pourquoi écrivez-vous? J'écris parce que je lis. C'est aussi simple que ça. Rien d'autre ne me pousse à écrire. Quand j'étais enfant, je n'étais pas un très bon lecteur, j'étais dyslexique. Par conséquent, quand j'ai commencé à lire, je lisais très lentement. D'ailleurs, je lis toujours très lentement. Si je me suis mis à lire, c'est parce qu'on me disait de le faire. Je n'étais pas très doué pour ça, mais j'y étais fortement incité par l'école et par ma mère. Et ce que j'ai découvert dans la fiction, en lisant des romans, je lisais Faulkner, Hemingway, Fitzgerald, Camus, j'ai lu L'étranger très tôt. Eh bien, j'ai découvert que la fiction venait satisfaire en moi un besoin dont j'ignorais jusqu'à l'existence avant d'avoir commencé à lire. Et ce besoin qu'elle satisfaisait en moi, je peux le décrire comme le sentiment, au plus profond de moi, que le monde tel que je le vivais ne me suffisait pas. La lecture m'a apporté un plaisir si profond, et c'est encore le cas aujourd'hui, que je me suis dit, ne serait-ce pas merveilleux d'écrire quelque chose qui est sur un lecteur le même effet que la lecture a sur moi. Je crois que c'est pour cette raison que je me suis tourné vers l'écriture. Je voulais apporter à d'autres, mais je voulais aussi savoir si j'en étais capable. Je voulais apporter à d'autres ce que la lecture m'a apporté. La plupart des écrivains, je crois, vous donneraient la même réponse.